Je vais essayer de parler fort pour ceux du fond, histoire que tout le monde m'entende. Déjà, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux, malgré les 150 événements qu'il y a aussi ce soir à la même heure. Donc, j'espère que le sujet de l'observabilité et du serverless vous passionne. Qui est-ce qui connaît déjà tout ce qui est technologie serverless ici dans la salle? Qui est-ce qui le pratique en production? 3. Ouh. C'est bien. Et du coup, on va en parler ce soir. Heureusement, je vous referai un petit brief sur le serverless pour ceux qui ne connaissent pas, que vous ne soyez pas complètement perdus. Avant de commencer, je dois vous présenter un peu mon entreprise. Hypon Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un cabinet de conseil, d'expertise sur de nombreux domaines, que ce soit dans le développement de logiciels innovants, dans le cloud, dans la data. Ça fait 16 ans qu'on existe, on est sur 7 régions, d'où vous avez dû voir peut-être sur le meet-up mon tour de France serverless, où je passe un peu dans toutes les agences de France pour parler de serverless. On est 360 collaborateurs, présents sur maintenant 5 continents même, que ce soit aux États-Unis, France, Australie, Maroc, Russie, et je crois que j'en oublie pas. À mon tour de me présenter, donc moi chez Hypon, je suis Senior Cloud Architect, je suis aussi Practice Tech Leader. Je m'occupe en gros de tout ce qui est communauté DevOps Cloud chez Hypon, que ce soit worldwide, donc histoire de partager tout ce qui est bonne pratique, tout ce qui est veille technologie, d'où le serverless. J'ai quelques certifications, je me suis amusé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis contributeur de Gipster. Qu'est-ce qui connaît dans la salle Gipster? Ça, c'est bien. Alors voilà, Gipster, c'est Julien Dubois, qui est un ancien Hypon qui l'a développé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil de scaffolding pour générer des applications Java assez rapidement, production ready. Je suis le créateur aussi de DSwag, qui est en fait le Gipster-like, donc un générateur d'applications serverless avec toutes les bonnes pratiques production ready en 2-3 minutes. Vous pouvez aller dessus, mais pour le moment, c'est toujours une progress, donc la release n'est pas encore sortie, mais incessamment sous peu, j'espère. Quelques publications, des articles sur le serverless. On a un white paper aussi, malheureusement on n'en a pas en papier ici, mais vous pouvez aller sur le site Hypon où justement un des sujets c'est l'observabilité. Je traite aussi des sujets de type le choix du développement, du langage, la sécurité, enfin tout ce qui est un peu écosystème serverless sur AWS. Le Tour de France, s'il y en a qui bougent dans d'autres villes, vous pouvez venir me voir, je traite d'autres sujets. Ouais, vous avez la super photo non contractuelle sur le vélo. Ils se sont tapés un petit délire. Du coup, on va reprendre un peu les bases avant de commencer tout de suite à attaquer le dur sur qu'est-ce que l'observabilité. Et pour ça, je vais faire un petit retour vers le futur et je vais remonter assez loin, en 1945 avec Abraham Wald. Donc, c'est un mathématicien et statisticien à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, en fait, l'armée américaine avait demandé de faire des superstats pour dire, bon les gars, on en a marre que je ne saurais pas vous dire le modèle de l'avion, je crois que c'est B-52 ou un truc comme ça, enfin, les gros bombardiers américains qui se faisaient pilonner, et en fait, ils en avaient marre de payer des tonnes de réparation, parce que à chaque fois, ils se prenaient des obus et ils revenaient tout casser à la caserne. Donc, ils se sont dit, on va être bêtes et méchants, on va prendre tous les impacts de balles à chaque fois, on va faire des stats dessus et c'est simple, on va renforcer ces parties-là, on va mettre un gros blindage, on va dire c'est bon comme ça, le truc, on est sûr que là au moins ça sera résistant, s'ils se font pilonner dessus, au moins l'avion va revenir un peu plus entier et on va donner un peu moins de soucis aux pilotes. Le gros problème avec ça, c'est que, et c'est justement Abraham Wald qui nous l'a dit, c'est en fait ça se passe pas vraiment comme ça. C'est que le gros problème, c'est que là-dedans, on n'a pas pris en compte les avions qui ne revenaient pas à la caserne. Et généralement, ceux qui ne revenaient pas, c'est ceux qui se crachaient et plus d'avions. Et du coup, en fait, c'était vraiment ce qu'on appelle un peu tout ce qui est invisible bullet. Et lui, il a préconisé de dire, non, aujourd'hui, en fait, là, tous les impacts de balles, ça montre juste que l'avion, quand il est touché ici, quand il rentre à la caserne, il arrive à rentrer à la caserne, il ne se crache pas. Par contre, quand on prend toutes les zones où il n'y a pas eu d'impact, on peut dire que, en fait, justement, quand il se fait toucher là, c'est là où l'avion il se crache et que la mort du pilote, etc., etc. Donc lui, il a préconisé justement de renforcer ces parties-là plutôt que celles qui étaient vraiment visibles. Donc ça, il faut s'en souvenir, je referai une petite allusion tout à l'heure sur ce que j'appelle les invisible bullets.
Le deuxième retour en arrière, donc bon, il n'y a pas trop de vieux dans la salle, c'est en 2005, tout ce qui est les stacks LAMP. Donc c'était les bonnes vieilles stacks à l'époque où on traitait du bon gros monolithe. Alors LAMP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les stacks Linux, Apache, MySQL, PHP. Pour ceux qui en ont pratiqué, c'est quand on faisait du site web, avant on faisait du PHP, tout le monde faisait du PHP, c'était le langage en vogue, et on faisait des méga monolithes. Alors pour ceux qui interviennent encore aujourd'hui dans des entreprises qui ont un peu une dette technique un peu intense, généralement aujourd'hui ils cassent ça, ils font ça en Java, et même ils disent on va faire du microservice, etc. Donc ça à l'époque c'était assez simple en fait à résoudre des problèmes. Par exemple, je prenais une application qui donnait des images. Tout d'un coup, j'ai un utilisateur qui se plaint parce que malheureusement, mon image, elle devient lente. Je veux récupérer une image, c'est lent, c'est juste lent. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant qu'ingénieur, je vais réfléchir, je vais dire, écoute, il n'y a pas énormément de solutions à ce problème. C'est soit ça vient de l'application, c'est que, je sais pas, la capacité de mon application, j'ai pas assez de CPU, j'ai pas de RAM, et du coup, ça va créer des latences. Okay, première solution. La deuxième, ça vient de l'autre partie, donc là on est dans du tritière, c'est la partie base de données. Base de données, pareil, on peut imaginer qu'il y a des lenteurs qui sont générées sur la base de données, que ce soit parce qu'il y a un manque de capacité, parce qu'il y a trop de connexions simultanées, enfin là il y a plusieurs raisons, mais voilà, ça doit venir de la base de données. Du coup, là c'est à peu près une schématisation. Au final, on pouvait rapidement connaître en fait d'où venait la panne, parce que au final, il n'y avait pas 150 choses à connaître. C'était soit ça venait de la partie du haut, soit ça venait de la partie du bas. Et donc, si on voulait commencer à regarder et à identifier ces problèmes avant que ce soit un utilisateur qui nous dise j'ai des lenteurs, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du dashboard. Du dashboard, on avait des métriques. Et alors là, on commençait à devenir fan des dashboards. On faisait des dashboards, et on mettait 150 métriques dessus. Et c'est génial, au moins, là, on mettait des petits rouges, du vert, de l'orange, et on savait à peu près comment notre système allait. Si jamais, à un moment donné, j'avais, la partie application tiers qui commençait à devenir un peu haut niveau, bas niveau capacité, qu'on commençait à utiliser un peu trop le CPU, la RAM, tout ce qui est network, I/O, au niveau disque, etc. On pouvait facilement monitorer ces parties-là, parce qu'on n'avait pas énormément de choses à monitorer. C'était relativement simple. Mais aujourd'hui, donc en 2016, a vu l'avènement du microservice. Alors là, c'est sur toutes les bouches, en bien ou en mal, on ne va pas lancer le débat aujourd'hui, mais il y a le microservice qui est arrivé. Et là, ça a commencé à devenir un tout petit peu plus complexe. Alors j'ai fait une super courbe scientifique à main levée sur l'augmentation de la complexité aujourd'hui de nos architectures. Et pour ceux qui touchent un peu à tout ce qui est architecture microservice et qui le voient vraiment en implémentation, en production, généralement, voilà, on en est là. Clairement, aujourd'hui, on commence à aller dans des boîtes où la complexité est là. Alors, il y a plusieurs raisons, complexité d'architecture, et même dans la compréhension de pourquoi on fait du microservice, et la compréhension des personnes. Et après, on a certains cas, comme Amazon ou Netflix, eux, ils ont carrément bien compris, et eux, aujourd'hui, ils ont ça, comme cartographie en termes de services. Et là, on parle de plus de 500 services. Alors, je vous laisse le défi de faire du dashboard là-dessus pour voir les métriques, etc., et de comprendre en fait à un moment donné quand votre système va tomber en panne. Donc ça c'est des exemples, mais aujourd'hui maintenant c'est assez courant dans des grosses multinationales d'arriver sur des schémas d'architecture comme ça, avec plus de 500 services en production, et avoir vraiment des graphes comme ça de communication, d'échange de données entre les services. Et donc à ce moment-là, quand ils ont essayé de mettre des dashboards dessus, ils n'y sont pas arrivés, et c'est pour ça qu'on a dit que c'était la fin du monitoring et que c'était l'arrivée de l'observabilité. Si on prend un peu la définition de l'observabilité, c'est tout simplement en reprenant la définition de Wikipédia, en gros, l'observabilité, c'est la compréhension de l'état interne de votre système par rapport à tout ce qui est input et output. Donc je prends un service, à partir du moment où je comprends ce qui arrive dans mon service et ce qui sort de mon service, je serai capable de comprendre s'il a bien fonctionné, pas bien fonctionné, etc. Et donc, si on prend un peu en termes de différentes réponses, en termes d'output sur un service, on va avoir différents cas de figure. Par exemple, on va prendre un service REST. Prenons un service assez simple. Soit on peut très bien savoir que tout s'est bien passé. J'ai une réponse 200, HTTP statut 200, c'est cool, c'est génial, réponse HOG, j'ai mon message, j'ai mon body. Je sais que ça s'est bien passé, je suis heureux.
Après, on va voir les erreurs qui sont connues. Donc là, c'est, par exemple, on va voir des erreurs 500. Donc, se dire, possiblement, moi, j'ai traité une exception, j'ai un internal server error, donc je peux identifier qu'il y a eu un problème. Je sais qu'il y a eu vraiment ce problème-là, et je vais pouvoir le remonter à mes équipes et investiguer pour détecter la cause de ce problème. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand on a des problèmes qui ne sont pas connus. C'est qu'on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment, on n'a plus de réponse ou de message qui nous a avertis. Encore dernièrement, j'ai eu un client qui m'a dit, écoute Steve, on a eu un gros problème, on envoyait des messages sur Kafka, donc on envoyait environ 10 millions de messages, et on en a perdu 4. Ils ne savent pas pourquoi, pas d'erreur, juste ils en ont perdu 4. Là maintenant, à partir de ce moment-là, ça tombe typiquement dans cette case, il faut arriver à dire pourquoi j'en ai perdu 4 et comment, et dans quel cas de figure pour trouver, pareil, arriver à comprendre cette partie unknowns. Et après, la dernière case, c'est quand on comprend, quand l'inconnu de l'inconnu, voilà, c'est inconnu. De toute façon, on ne sait même pas que ça arrive, on ne sait même pas que ça pète, et voilà, ça arrive comme ça. Ça, on ne pourra jamais le comprendre. Aujourd'hui, si on reprend un peu la partie monitoring, le premier réflexe qu'on va se dire, c'est, écoutez, moi, les erreurs 500, je peux les identifier, je vais faire quoi? Je vais mettre des alertes, je vais mettre du dashboard, je vais mettre des alarmes, de la notification, de l'escalade d'incidents, je vais remonter ça à mes opérationnels, et dès que j'ai une erreur 500, ils seront au courant, ils vont la traiter, c'est génial. D'accord? Mais là, au final, on en revient un peu, alors là, d'où l'image de l'avion tout à l'heure avec les bullettes, c'est que là, en traitant juste la partie de non-errors, on aura juste les points rouges en fait sur notre avion. Et aujourd'hui, ce qui casse vraiment le système, au final, ce n'est pas les erreurs qu'on arrive à comprendre, c'est les erreurs justement qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est là où au final, on va avoir un impact utilisateur. Par exemple, ces 4 messages, au final, on a identifié qu'on les avait perdus parce qu'un utilisateur nous a dit « Écoutez, je ne comprends pas, j'ai pas reçu les informations qui m'étaient envoyées, j'avais 10 millions de requêtes et au final, derrière, je n'ai pas eu ce que je voulais. » Et donc, ça, malheureusement, on n'a pas pu l'identifier. Et au final, on en revient, comme Abraham Wald, à dire, aujourd'hui, si on veut vraiment comprendre l'état interne de notre système, tout ce qui est entrée et sortie, surtout les sorties, il ne faut pas oublier la partie invisible bullets avec toutes les parties du haut. Du coup, comment on fait? Comment on fait maintenant, si on veut, ok, on est bon pour faire la connaissance des erreurs, mettre du monitoring, des alertes, etc. Oula, je passe un peu trop vite. Du coup, si on veut aujourd'hui arriver à comprendre un peu mieux notre système, déjà, il y a le mot comprendre, et 2, il y a essayer de mettre plutôt des alarmes sur le fait qu'on a une absence de succès. Donc, à un moment donné, on doit savoir qu'on doit avoir de la validation, donc c'est à nous à mettre en place ces éléments qui vont nous permettre d'identifier quand il y a une absence de succès et pas juste attendre qu'il y ait des erreurs. Ce n'est pas la même approche. Et ça, une fois qu'on aura en fait en tout cas une erreur qui sera identifiée, où on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur notre système, on va pouvoir justement jouer avec les piliers de l'observabilité. Alors maintenant, ça s'appelle les principes de l'observabilité parce qu'il y a plus de piliers. En tout cas, les bases sont là. Et il y a 3 piliers. Il y a donc la partie métrique, donc là c'est un peu ce que je parlais, on voyait le dashboard tout à l'heure, donc voilà des indicateurs sur la CPU, la RAM, etc. C'est pas inutile de le comprendre, c'est quand même bien toujours d'avoir des indicateurs de ces niveaux-là pour à minima les traiter. Alors après aujourd'hui la pertinence dans un des écrans, des énormes écrans chez soi, faut le justifier, mais je sais pas ici si vous avez il y a des entreprises où il y a des énormes télés comme ça avec plein de moniteurs et tout ça, des petits cases rouges, oranges, vertes, etc. de partout. Ça se fait encore, mais voilà, il faut arriver à les justifier. La partie trace, super importante, c'est qu'à un moment donné, on va avoir un besoin, c'est-à-dire que quand je fais une requête A qui va passer au travers peut-être une 50aine de services, c'est possible, en asynchrone, pas forcément synchrone, qu'il va y avoir de la récupération d'informations, de l'échange, de la mise à jour de je sais pas, 10 services, de 10 fois les données différentes, il va falloir traquer un peu cette requête et voir les différentes actions qu'elles effectuent sur le service. Voir que voilà, j'ai la requête qui est rentrée en point A et elle a fait une action sur un point B, sur un point C, sur un point D, elle a fait une mise à jour sur base de données sur un point D, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir avoir avec les traces. Comprendre aussi même les performances, c'est que une fois qu'on a cette traçabilité de la requête, on va pouvoir identifier certains points de faiblesse, certains points, des fois peut-être que justement sur la ligne des 50 services qui sont appelés, il y a peut-être le 48e qui a bugué, on va pouvoir identifier ça grâce à ça. Et les journaux d'événements, ça je crois qu'il y a un peu tout le monde qui connaît, c'est les logs.
À un moment donné, il va falloir, voilà, sur 2 services, c'est facile de comprendre les logs. Humainement, déjà, ça commence à devenir barbu quand on a du trafic et qu'on doit regarder à l'œil alors que ça défile. Quand on a plus de 500 services, je vous lance le défi d'aller regarder des journaux de log. À mon avis, vous allez vite vous arracher les cheveux et devenir fou comme moi. Et du coup, c'est grâce à ça, on a des super outils qui sont sortis qui nous permettent, bien sûr, on ne va pas le faire ça comme ça à la mano avec une bonne vieille ligne de commande. Il y a des outils qui sont sortis et qui nous permettent justement d'adresser ces piliers de l'observabilité, de comprendre vraiment l'état de notre système. Donc là, un exemple, c'est Datadog. On a des exemples justement de métriques, de moyennes, etc. On a Splunk aussi, qui a un service très connu. Et il y a même Blimeo, donc si vous voulez même en parler, il y a Lionel qui est là-bas, donc Startup toulousaine, qui est aussi un outil d'observabilité qui vous permettra justement de comprendre l'état interne de votre système au travers de ces 3 piliers. Maintenant, on va parler de serverless. D'accord ? Donc là, on parlait un peu de système global, d'architecture microservices, de monolithes, etc. Maintenant, on va vraiment s'intéresser aux impacts qu'il y a du fait de l'utilisation de la technologie serverless. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément le serverless, on n'est pas trop nul en anglais, on se dit il n'y a pas de serveur. Bon, oui, non. Pour nous, les consommateurs, c'est sûr, il n'y a aucune notion de serveur. On ne va pas avoir à gérer de serveur, pas même avoir la notion de serveur. On ne va pas provisionner du CPU, on ne va pas provisionner de la RAM, même si, bon, lambda, on va payer par rapport au niveau de RAM, mais on ne va pas avoir des instances à gérer, on ne va pas avoir des OS à gérer. Aujourd'hui, tout est géré par le provider. D'accord ? AWS, par exemple, propose différents services serverless. On va retrouver le célèbre FAS, donc les Function as a Service avec tout ce qui est AWS Lambda. Donc là, on va pouvoir provisionner notre code, donc notre fonction, juste déployer notre code et après, c'est AWS qui va gérer sa scalabilité, sa sécurité, etc. Et derrière, que j'ai un utilisateur, 0 utilisateur, 10 000 utilisateurs, AWS va gérer le trafic automatiquement. Moi, en tant que développeur, je n'aurai rien à gérer en plus, mais absolument rien. Aujourd'hui, là, on verra tout à l'heure, j'ai déployé des fonctions. Je peux envoyer la requête, des tests de perf, etc. J'aurai rien à gérer. Pas d'auto-scaling, pas de configuration opérationnelle, etc. C'est AWS qui va le gérer pour moi. Alors moi, j'appelle ça le backend as a service aussi. C'est une autre partie de serverless. Maintenant, on dit que c'est blockchain as a service. Il y en a tellement. Et du coup, moi, dedans, je mets tout ce qui est les services autres qui sont aussi 100% gérés par le provider. On va retrouver par exemple DynamoDB. Donc DynamoDB, c'est une base NoSQL sur AWS qui permet d'avoir une base où on va vraiment payer ce que l'on consomme, donc que ce soit en storage, en tout ce qui est en read, en write. Et derrière, elle va fournir un peu un service élastique pour l'utilisateur. Donc pareil que j'ai un utilisateur, 0 utilisateur, 10 000 utilisateurs, c'est AWS qui va gérer la scalabilité de sa base NoSQL et vous fournir à chaque fois tout ce qui est get ou write le plus rapidement possible. Pareil, tout ce qui est FAS, on paye aussi vraiment ce qu'on consomme. C'est vraiment une grosse approche qui change avec le serverless. Alors oui, quand on fait du IaaS avec la provisioning d'instances, de machines virtuelles, oui, on va payer à ce qu'on consomme. Mais là, quand on parle pas de minutes ni d'heures, là, on va parler du centième de milliseconde. Donc c'est vraiment, on va payer à l'exécution. Comme je disais, j'ai 0 utilisateur, je paye 0. Si j'ai un utilisateur, je vais payer une fois le code, les 100 millisecondes. Enfin, si notre fonction dure 100 millisecondes. Si j'ai 10 millions d'utilisateurs, on va payer 10 millions de fois les 100 millisecondes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le free tier côté AWS est tellement énorme là-dessus qu'avant de payer quelque chose, vous pouvez vous accrocher. Et autre information importante, c'est que c'est basé sur de l'événementiel. Tout ce qui est service serverless, c'est de l'événementiel derrière. Donc il faut juste le garder en esprit parce que derrière, il y a de l'asynchrone. Alors, maintenant, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a certains services qui commencent à être synchrones. Surtout quand on parle d'API Gateway, Lambda, qu'on verra tout à l'heure. Mais tout ça, on peut croire que c'est un peu magique, que c'est génial, AWS fait tout pour nous, mais il y a quand même des points négatifs au serverless. Et l'un des points négatifs, c'est tout ce qui est perte de l'optimisation. C'est que dans certains cas, dans 1% des cas, on va avoir besoin d'aller sur l'OS, de tuner la petite fonction, la petite config qui va nous faire du bien et qui va être compatible avec notre application. Donc là, c'est sûr qu'on n'y a plus accès, donc on ne pourra plus faire cette modification. Après, à vous de comprendre, est-ce que c'est vraiment bien de devoir tuner ça pour que notre système marche. Et après, même en termes d'implémentation, aujourd'hui, il y a aussi des limites hard, comme on dit. Par exemple, tout ce qui est la durée d'exécution. Aujourd'hui, le serverless, AWS Lambda, limite à 15 minutes l'exécution. Donc, à un moment donné, si votre fonction dure plus de 15 minutes, elle s'arrête
Même si c'est en cours de traitement, tout ce que vous voulez, ça s'arrête. Donc, alors le pourquoi, on me posait souvent la question, le pourquoi c'est 15 minutes. Clairement, je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est juste de l'optimisation côté AWS pour optimiser vraiment tout ce qui est ressources libres dans leur data center. Après, si vous avez l'information, je suis preneur. Le temps de démarrage, pareil, quand on fait du FAS, il y a ce qu'on appelle le cold start. C'est que si on ne paye pas quand ça tourne, c'est parce que votre code, quand il n'est pas appelé, on va dire il a un état froid. Quand il y a le premier utilisateur qui va arriver, il va se chauffer. Et justement, c'est cette période cold start, c'est que par exemple, il va télécharger le code, il va l'initialiser. Donc par exemple, si j'utilise du Java ou autre, il va initialiser une JVM, etc. Et tout ça aura une latence. Et une latence pour l'utilisateur. Donc moi, je suis le premier utilisateur le matin qui me dépêche d'arriver à 8h du mat'. Je lance le get user sur mon API. Si derrière, j'ai des développeurs qui ont développé un peu comme des pieds et qui n'ont pas pris ça en compte, ça se trouve, la personne va se prendre 10 secondes de démarrage. Donc il va attendre 10 secondes devant son PC, le temps de recevoir les premières informations. Donc c'est là où, en termes de mindset, il faut vraiment prendre ça en compte pour l'optimiser, pour l'améliorer. Après, on peut très bien, dans les choix de langage, etc., on peut vraiment l'optimiser. Pareil, je vous conseille de lire mon livre blanc disponible gratuitement. Je traite le sujet, j'ai même fait des benches sur les types de langage. Les tests aussi, qu'avant, dans un contexte Java, on a un écosystème complet pour lancer des tests unitaires, tests d'intégration, etc. Là, aujourd'hui, dans un contexte cloud, c'est déjà moins facile, c'est que même le test du développeur qui est sur son poste, il va devoir utiliser des services cloud. Par exemple, je fais du DynamoDB, une base NoSQL, il va devoir consommer DynamoDB. Je fais de l'API Gateway, etc., ça génère des événements. Il doit devoir simuler tous ces événements pour tester l'intégralité de son système. Alors oui, il y a des solutions qui existent pour simuler certaines briques sur son poste. Là, je vais parler de Local Stack, par exemple, qui permet d'avoir un DynamoDB sur son poste, d'avoir un S3, donc, qui est le storage AWS, sur son poste. Après, moi, là, en termes de conviction, on va dire, je ne préconise pas forcément ça, parce que déjà aujourd'hui, AWS, entre les régions, il y a des différences de produits, de fonctionnalités, donc en termes de tests d'intégration, c'est déjà pas facile. Aujourd'hui, si en plus on doit utiliser un outil qui est open source, donc qui est par principe développé par la bonne volonté des personnes pour implémenter les dernières mises à jour AWS, c'est sûr qu'on aura forcément à un moment donné une incohérence entre le test que j'ai en local et le test que j'aurai sur AWS. Parce que AWS sort je ne sais pas combien de nombre de fonctionnalités, de mises à jour en permanence par mois, par jour, mais c'est énorme et clairement une communauté open source a du mal à suivre. Et tout ce qui est packaging, versionning, pareil. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on voulait avec par exemple du Docker, avec du Java Jar et des package managers pour gérer vraiment du versionning. Et aujourd'hui, quand on déploie par exemple une Lambda, c'est un bon vieux zip qu'on déploie. Donc voilà. Pareil, tout ce qui est versionning et déploiement, on va avoir par exemple tout ce qui est Canary Release, etc. Alors, sur AWS, c'est faux maintenant parce qu'il y a énormément de solutions. API Gateway, on fait du Canary Release, par exemple. Côté Lambda, on peut faire de l'alias shifting pour ceux qui ne connaissent pas le Canary Release, c'est j'ai une V1, j'ai une V2. Je ne vais pas mettre 100% des utilisateurs sur la V2 et dire tiens, ça passe. Je vais leur mettre 5% des utilisateurs qui vont commencer à utiliser la V2. On va voir comment mon système se comporte. Si j'ai pas d'erreur, 10%, 15%, 20%, etc., etc., etc. Et comme ça, je vais vraiment shifter progressivement tout le trafic pour garantir que mon application fonctionne bien. D'où aussi la nécessité d'un système d'observabilité pour comprendre s'il y a des erreurs ou non. Ici, qui connaît la raison pourquoi on appelle ça Canary Release? Par rapport aux mines, le canary. Ouais, c'est ça. En fait, je l'avais appris dernièrement avec... il n'est pas là, j'ai une petite dédicace à Pierre Bayet, le gars de Datadog qui devait venir, qui avait raconté la petite histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est à l'époque des mines. Il faut savoir que dans les mines, il y avait du gaz. Et quand il y avait du gaz et que les mineurs descendaient, généralement, ils mouraient. Donc, c'était pas forcément cool. Et donc, la super solution pour ça, c'est qu'ils se baladaient avec des petits canaris dans une boîte. Et les canaris étaient super sensibles à tout ce qui est gaz. Donc, généralement, quand ils descendaient et que le canari, il crevait, généralement, il fallait remonter vite, sinon, c'était un peu dangereux, quoi. Donc là, c'est à peu près pareil, en fait, nous, pour notre application, c'est que quand je commence à amener mon petit canari, à amener du trafic et qu'il y a plein d'erreurs, généralement, il faut vite que je fasse un rollback, sinon ça va pas, les utilisateurs ne vont pas forcément être contents. Pour la petite anecdote, comme ça, tout le monde se couchera un peu moins idiot ce soir. Et du coup, le serverless, donc, les impacts au niveau observabilité, le premier impact, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas accès à l'OS.
Et ça, c'est un gros problème parce que les 3/4 des systèmes d'observabilité aujourd'hui se basent sur l'OS, enfin plus particulièrement sur l'installation d'un agent. C'est que même Datadog, comme on verra tout à l'heure, ils vont devoir utiliser un agent qui se connecte sur un OS, d'accord, pour récupérer des métriques, récupérer des logs, etc., et les envoyer sur le système d'observabilité. Donc là, clairement, il y a énormément, enfin, je dirais même les 3/4 des systèmes aujourd'hui d'observabilité qui fonctionnent à base d'agents. Et c'est complètement viable, hein, c'est normal d'utiliser des agents. Mais nous, dans un contexte serverless, je n'ai pas d'OS, je ne peux pas installer d'agents. Donc il va falloir que je fonctionne autrement. Donc ça, c'est le premier impact, qui est assez gênant. Le deuxième aussi, c'est pour notre système d'observabilité. Avant, j'avais une machine virtuelle. Je pouvais traiter, on va dire, 10 000 requêtes. Donc, qui traitait les logs aussi, différents journaux de logs, différents loggers, etc. Et derrière, j'avais des jobs qui s'exécutaient, qui envoyaient des gros paquets de logs, de métriques, etc. à mon système d'observabilité. Jusque-là, tout va bien. Par contre, dans un contexte serverless, c'est que chacune de mes fonctions est indépendante, elle est stateless, et si jamais j'implémentais l'observabilité directement dans ma fonction, chacune des fonctions, chacune des instances de ma fonction retournerait plein de valeurs, de métriques, des logs, etc. à mon outil d'observabilité. Donc, quand j'ai un outil qui est en mode IaaS, que j'ai implémenté moi-même, genre je gère ma stack ELK, il faut vraiment le prendre en compte en termes d'infrastructure et de capacité, parce que je sois sur un système standard avec 2-3 instances pour faire tourner mon cluster, dès que je vais passer en serverless, il va clairement être un peu plus sollicité et mis à mal. L'autre impact, et pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, une fonction, quand elle s'exécute, il y a un début et une fin. D'accord ? Si derrière, si on ne paye qu'à l'exécution, c'est bien parce que, en fait, il n'y a pas de jobs qui vont tourner en arrière-plan pour exécuter des tâches comme là, l'envoi des logs. Donc là, c'est-à-dire que j'ai un début, c'est-à-dire j'invoque ma fonction, elle va faire son traitement, et chaque bout de code qui est rajouté dans cette fonction-là va impacter l'expérience utilisateur. Ça va prendre des millisecondes à envoyer des requêtes, ça va prendre des millisecondes, voire des secondes à envoyer des données. Si derrière j'ai 15 fonctions de logging qui vont faire des requêtes HTTP ou peu importe sur notre système d'observabilité, ça va directement impacter le temps de réponse à notre utilisateur entre le début et la fin de la fonction. Et mine de rien, ce qui compte le plus, c'est quand même l'expérience utilisateur. Un utilisateur qui fait une requête et qui est traité en 200 millisecondes et un autre qui est traité en 10 secondes, perso, je préfère être suite de 200 millisecondes si je veux adhérer à la solution. Et le dernier problème, c'est la complexité des interactions. C'est tout à l'heure, là, j'ai évoqué quelques mots d'AWS, de différents services. Il faut savoir qu'il y a une multitude de services serverless sur AWS. On va avoir la base de données, donc DynamoDB, on va avoir tout ce qui est Lambda, l'API Gateway pour simuler une API, la partie SQS pour faire du queuing, Kinesis, pareil, pour faire du stream. Donc il y a énormément de services. Et malheureusement, ces services, ils sont méconnus. C'est-à-dire que quand je veux faire du trace, c'est-à-dire que, comme je disais, si on imagine une centaine de services avec l'utilisation de toute cette panoplie de services serverless, à un moment donné, si je veux avoir le début de ma requête et voir sa finalité, au dernier service appelé, je vais devoir passer des informations, me plugger, comprendre ces différentes briques et plugger aussi mon système d'observabilité avec ces briques-là pour passer des informations de type correlation ID, etc. et pour voir vraiment toute la trace intégrale de ma fonction et la compréhension de ça. Savoir par exemple que j'ai eu un appel A, ça allait dans un topic ou dans une queue, ça a mis peut-être 10 millisecondes à traiter ce message, après ça a passé dans une API, etc. Donc il faut vraiment arriver à comprendre chacune de ces briques. Et malheureusement, ces briques, c'est des briques qui sont propriétaires. Et des fois, il faut avoir une bonne compréhension de ces services pour vraiment s'interfacer avec. Voilà, je crois qu'au niveau cours théorique, j'ai fait à peu près le tour. Déjà, est-ce qu'il y a des petites questions rapides avant de commencer la démo ? On va comment ? Ouais. Juste ça viendra peut-être plus tard, mais dans les points qui pouvaient être gênants quand on travaille par fonction comme ça, comment on fait, ne serait-ce que pour débugger, que ça devient un peu... Je vais en parler là, justement, j'ai implémenté un truc. Donc là, on va faire une petite démo. Et j'ai déployé cette architecture là sur un compte AWS Ypon. Une architecture full serverless, pas complexe, là je vois 6, 8, 10. Il y a 10 services, c'est pas énorme. Enfin, 10
outils, 10 services, pas en termes fonctionnels, mais 10 services utilisés. Donc, je vais essayer de comprendre ce système-là et voir en fait comment je peux, avec les 3 piliers, voir les différentes informations que je peux récupérer. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil Datadog. Donc, je vous le présente rapidement et j'espère que je parle sous l'égérie de Datadog, je ne vais pas te dire trop de bêtises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'était un outil qui a été créé par 2 Français initialement, en 2010. Et même si aujourd'hui ils sont malheureusement pas en France, ils vivent à New York et la boîte est à New York. Donc c'est un outil justement qui a commencé sur la partie monitoring. Et au final, au fur et à mesure avec tout ce qui est feature request, ça a pris de l'ampleur et ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui justement, ils nous permettent vraiment de traiter tous ces principes d'observabilité et de fournir toutes ces fonctionnalités-là aux clients. Donc ça peut faire du metrics, du distributed tracing, de la gestion de logs, ça fait du browser testing, synthetics, de l'alerting, la notification. Ouais. Bon, clairement, le nombre de fonctionnalités, c'est énorme. On ne peut pas toutes les lister. Ce qu'il faut savoir quand même sur cette solution, c'est que il y a énormément d'intégrations qui ont été faites. C'est que là, je vais vous montrer juste un tout petit point d'intégration, c'est-à-dire comment je vais plugger mon Datadog avec AWS. On va voir que c'est assez simple, mais on regardera sur la liste, il y a énormément d'intégrations possibles. Il faut aussi savoir que Datadog contribue énormément dans tout ce qui est open source, énorme communauté, que ce soit pour tout ce qui est développement de l'agent, etc. Ils ont un super repository GitHub. Non, pas les questions, on va passer à la démo. Du coup, l'intégration AWS avec Datadog. Alors tout à l'heure, je parlais des... Oh, mince, je suis dessus en plus. J'ai arrêté, j'envoyais des informations pour avoir des métriques. Donc on voit ici, déjà, moi j'ai juste plugué tout ce qui était AWS, donc on voit déjà que c'est compatible avec pas mal de services. Mais on peut en lister encore énormément et on peut s'interfacer avec tout. Par exemple, on va troller un peu, on peut même s'interfacer avec du Node.js et avec de l'ASP.NET. Bon, c'est un choix, j'aurais pas préféré ça, mais bon, chacun ses choix. Un petit troll, mais bon. Du coup, là, en fait, il me suffit d'aller sur la page d'intégration et d'aller sur la partie configuration AWS. Et de là, je vais pouvoir référencer l'intégralité de mes comptes. Donc, l'intégralité de mes comptes, c'est-à-dire je vais donner un ID de compte, je vais lui donner un rôle. Donc ça, c'est vraiment la partie importante. Et lui, il va me donner un ID, un token pour valider mon rôle. Donc là, en gros, c'est moi, en tant qu'utilisateur, qui vais créer ce rôle-là. D'accord ? Donc c'est moi qui vais décider des différentes actions que Datadog pourra faire sur mon compte. Donc bien sûr, il y a une super doc ultra fournie qui vous donne toutes les bonnes précaux à faire. Mais nous aujourd'hui, chez Hippon, bien sûr, on l'utilise comme outil d'observabilité, donc on a un peu l'intégralité des actions possibles, mais on peut vraiment lister l'intégralité de ce qu'on veut récupérer, que ce soit du X-Ray, S3, etc. Et si demain je décide que Datadog n'aura plus un pet de visibilité sur un des services, par exemple sur tout ce qui est S3, j'ai juste à éditer ma policy, à supprimer, et Datadog n'aura plus accès à ce service-là. Bon, bien sûr, les bonnes pratiques, c'est pas de leur donner des accents write. Datadog ne va jamais faire d'écriture ou de création d'instance ou tout ça sur votre outil. Du coup, voilà, à bien gérer de votre côté. Mais, donc, la liste des policies, et après, j'ai juste à lui dire que j'ai confiance au compte de Datadog, donc ça c'est l'ID du compte de Datadog, et le super token qui me permet de garantir que c'est bien eux qui utilisent mon rôle. Donc là, c'est vraiment moi qui gère l'intégration avec Datadog. Et côté Datadog, j'ai juste à référencer les 2-3 informations ici présentes. Dès que je commence à référencer ça, toute la partie intégration de Datadog va se mettre en place. Et c'est là où, moi, parce que mon rôle donne toutes ces possibilités-là, je peux récupérer toutes ces informations. Donc on va pouvoir, par exemple, commencer, donc on parlait tout à l'heure de métriques, on va pouvoir commencer à se créer des boards de métriques pour commencer à comprendre notre système et à identifier possiblement des erreurs, possiblement des latences. On va vraiment pouvoir customiser intégralement notre dashboard et rajouter les informations que l'on veut, que ce soit des informations de log, des informations de temps d'exécution, de moyenne de temps d'exécution, etc.
Et après, si demain je veux, je ne sais pas, rajouter juste une information, je peux très bien faire du glisser-déposer, sélectionner une métrique, par exemple les erreurs, ou alors, qu'est-ce qu'on va prendre un peu plus sexy? Par exemple, voilà, la durée d'une fonction et avoir son évolution dans le temps. Donc voilà, on peut vraiment créer, améliorer son board pour avoir la visibilité que l'on veut. Je dis bien de ne pas forcément mettre que des métriques sur l'intégralité des fonctions, mais avoir des notions qui sont utiles. Par exemple, là, ça serait le temps cumulé en durée d'exécution. Ce qu'il faut savoir, comme je disais, c'est que le temps d'exécution, c'est de l'argent, entre guillemets, vu qu'on va payer en millisecondes. Donc là, je sais que je vais payer 1,74 heures d'exécution de mes fonctions. Et après, j'ai plus qu'à sauvegarder les changements pour mettre à jour, pouvoir partager ce board, etc. avec les différentes personnes. Après, bien sûr, on a des filtres, que ce soit en termes de fonctions, en termes de régions, etc. Donc là, on commence à pouvoir créer vraiment ces premiers boards et retourner des informations, pareil, pour identifier certains sujets critiques à notre système et identifier possiblement des erreurs. Comme là, le taux d'erreur global sur mon système. Donc là, par exemple, en tant qu'opérationnel, je sais que j'ai quelque chose à faire. Autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est d'avoir vraiment une vision en termes de taux d'invocation de mes fonctions, en termes de d'utilisation de mes fonctions, de coûts estimés, etc. Donc là, on voit par exemple sur l'API C, j'ai eu à peu près 100 000 invocations. Bon, là c'est que sur... Attendez. On va le mettre sur... le dernier mois. Ah ouais, non, j'ai changé. Donc j'aurais pas... Ah si j'ai des informations. Donc c'est quand même assez rapide pour avoir retourné vraiment tout... Enfin, ça, c'est que des valeurs qui sont corrélées, agrégées, sommées, etc. Donc c'est relativement rapide. Alors là, le point que je voulais mettre en évidence, c'est par exemple avoir tout ce qui est coût estimé. Donc là, j'ai combien? 731 000 invocations. C'est 1,55 $ pour tout ce trafic-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le free tier n'est pas pris en compte. Et je crois que j'ai 1 million et quelques en termes d'invocations. Donc en gros, là, ça me coûterait 0. Donc voilà. Même la somme de toutes ces invocations, ça me coûterait 0. Donc c'est pas mal. Donc voilà, pour vous dire, au niveau cost optim, c'est quand même pas mal tout ce qui est serverless. Donc là, je commence à vraiment avoir des boards complets, à pouvoir justement faire de la recherche, à pouvoir filtrer, à pouvoir afficher uniquement certaines parties et récupérer justement certaines métriques. Donc, je ne vais pas vous montrer l'Explorer. Donc là, par exemple, on voit que parce que aujourd'hui j'ai fait toute la partie intégration avec les différents services AWS, il me propose de base un assez gros nombre de métriques que je peux exploiter, que je peux monitorer, que je peux mettre des alertes dessus, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier sur la partie métrique. Maintenant, on va parler de traces. Alors la trace, on va justement aux premières limites du serverless, c'est que Datadog aujourd'hui, donc l'APM, donc tout ce qui est justement outil de traçabilité pour voir vraiment les temps d'exécution de chacune de mes requêtes, les temps que je mets pour faire une requête en base de données, etc. L'APM de Datadog utilise un agent pour envoyer ces informations. Donc là, aujourd'hui, Datadog, nativement, n'est pas compatible avec le milieu serverless parce que justement, l'APM utilise un agent et je ne peux pas déployer d'agent. Je ne peux absolument pas utiliser un agent sur mes lambda pour remonter ces informations. Alors après, ça se comprend, serverless, là aujourd'hui on parle d'une technologie qui est quand même avant-gardiste, déjà dans le monde. Alors en France, sachant qu'on a encore 2 ans de retard par rapport aux USA, en termes d'utilisation du cloud et d'adoption de tout ce qui est technologie cloud, voilà, ça va venir, donc c'est pas forcément la top priorité côté Datadog. Aujourd'hui, par exemple, avec les échanges que j'ai eu avec Pierre, leur priorité c'est tout ce qui est agent Kubernetes. Parce que là, ça va être 10 fois plus utilisé, tout le monde en fait, donc développer un agent qui puisse vraiment être pertinent sur tout ce qui est déploiement de pod, etc., c'est beaucoup plus viable, on va dire, en termes de fonctionnalité qu'aujourd'hui développer un APM sans agent. Mais c'est dans la roadmap, ça viendra un jour ou l'autre. Et du coup, pour pallier à ce problème-là, on va utiliser donc, le service X-Ray. Donc c'est un outil justement de traçabilité côté AWS. Donc en fait, dans mon code... Ouais.
Non. On va mettre le service map. Bon, c'est pas assez rapide. Et donc, dans mon code, j'ai mis certaines balises. Alors, mon code est sur GitHub, sur mon repo. Vous avez le lien au dernier slide, donc vous pourrez le voir. Donc, j'ai mis des balises X-Ray qui me permettent justement de m'interfacer avec, par exemple, tous les services AWS, m'interfacer avec certaines librairies. Donc là, moi, je faisais du Node, donc voilà, certaines librairies Node pour, par exemple, si je fais de la sauvegarde en base de données. Bon, là, j'en ai pas, mais voilà. Et du coup, on peut vraiment avoir le cheminement, est-ce que vous voyez ma souris? Ouais. Le cheminement d'une de mes requêtes. Par exemple, je commence par l'APIA, j'exécute la fonction de l'APIA qui va elle-même faire des erreurs sur un localhost, qui va elle-même envoyer un message sur un topic SNS, qui va envoyer un record sur Kinesis, et après de Kinesis, qui est là, je retrouve mon cheminement, ça va exécuter une fonction qui elle-même va appeler l'APIC, qui elle-même va appeler qui va appeler l'APIC et aussi qui fait une erreur. Et après, j'ai le SNS qui, elle, appelle une lambda fonction qui le traite. Et j'ai aussi un call sur API. Bon, bref, on peut retrouver une map, même si il y a quelques défauts, parce que c'est clairement pas forcément bien réparti sur l'écran. Mais on peut commencer à retrouver un peu le cheminement et surtout, on peut identifier là où il y a les erreurs, les 331 erreurs que j'avais, on peut les identifier ici et voir que à un moment donné, il y a eu un appel qui était fait, qui a planté. Donc je sais ici que malgré tout le cheminement, donc sur les 10 services que j'ai eus, j'ai une erreur qui est identifiée en rouge parce que il y a quelque chose qui s'est passé que je dois analyser, que je dois comprendre et que je dois corriger. Après, ça va même plus loin, on a les traces, vraiment les traces d'exécution, qui est tout double. Donc là, j'ai vraiment toutes les traces d'exécution de mon application. Donc là, c'est la durée totale d'exécution. Donc on voit qu'à un moment donné, ça va faire un appel à l'API B. Donc on voit vraiment que c'est le parti get, un 200 que je récupère même à la fin sur l'API C. Là, on voit que je vais faire un publish sur SNS, je fais un put record sur Kinesis, et on peut même descendre et savoir exactement que, par exemple, sur SNS, en gros, le message est resté 25 millisecondes dans mon topic. Pareil, ici, 20 millisecondes sur mon record Kinesis. Donc là, je peux vraiment avoir la traçabilité complète de mon message qui est allé de la première requête et voir les différentes traces d'exécution, les temps d'exécution et possiblement même identifier certaines faiblesses de mon système. Donc derrière Datadog, vu qu'on ne peut pas plugger son APM directement à notre code, il peut récupérer aujourd'hui alors c'est pas dans l'outil APM malheureusement de Datadog, mais les traces d'exécution. Donc si on va là, donc là on va retrouver encore les traces d'exécution. Donc là c'est juste parce qu'aussi je lui ai donné les droits pour récupérer les informations X-Ray. Donc si on est là, et on voit justement Datadog au final, même tous les outils d'observabilité permettent de faire le lien facilement entre ces trois piliers. Il faut bien voir que ces trois piliers sont connectés, c'est à partir d'une trace. Possiblement, je veux récupérer des logs, je veux récupérer des metrics. Donc, je peux vraiment à chaque fois rebondir de chacune des traces et retrouver les bonnes informations. Par exemple, là, j'ai une trace d'exécution. On retrouve à peu près les temps d'exécution qu'on voyait sur X-Ray. Et on voit, par exemple, les messages qui sont envoyés, qui sont passés en paramètres. Donc là, on voit que c'est une requête HTTP. On voit que on voit les différentes informations, y compris les petits outils de traçabilité de X-Ray. Et par exemple, derrière, je peux facilement voir les logs qui sont liés à cette trace et possiblement repérer des erreurs, repérer des warnings, repérer tous les différents messages. Je peux cliquer sur ce log et justement, c'est là où on va aller sur le dernier pilier d'observabilité. C'est tout ce qui est traitement de log. Donc là, j'ai eu un log et donc, je vous lance le défi d'arriver à lire ça, surtout quand ça commence à défiler très vite. D'ailleurs, attendez, on va le relancer. Et donc, derrière, justement, Datadog va automatiquement parser ça, le mettre en forme, et derrière, va nous proposer différents champs, comme là, qu'on va pouvoir vraiment commencer à exploiter, et on va pouvoir justement aller jusqu'à la création des recherches spécifiques, de l'exclude, on va vraiment pouvoir exploiter chacun des champs de mes logs,
pour pouvoir justement investiguer sur pourquoi mon système n'a pas marché et avoir vraiment d'un début d'une trace jusqu'à la fin d'une trace, comprendre son fonctionnement, comprendre les différents inputs, outputs, etc. Après, bien sûr, Datadog ne va pas faire ça tout seul. C'est à vous aussi, toutes ces traces de log, c'est parce que moi, dans mon code, en tant que développeur, j'ai rajouté ces informations de logging. C'est moi qui ai rajouté ce format-là aussi. C'est de base, c'est à vous de le créer, tout ce contexte d'exécution, c'est moi qui le rajoute à chaque fois dans mes logs pour justement permettre à un outil d'observabilité de les comprendre. Et ça, mine de rien, c'est très important à prendre en compte, c'est que aujourd'hui encore, là, je suis en train de débugger une grosse application qui a des gros problèmes de perf, et justement, ils n'ont pas fait ça. Et aujourd'hui, on est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe d'un point A à un point C, donc sur toute l'exécution, sur le traitement de la donnée, et on ne peut pas savoir les inputs, les outputs, pour comprendre où sont les faiblesses, où sont les points de latence, etc. Donc ça, c'est vraiment en termes de développeur à comprendre. Alors je sais qu'il y a un terme, il y a Fred là-bas qui est Craftman et il va peut-être me reprendre, c'est maintenant, on a le test-driven design, on a même l'observabilité-driven design. Alors ça, je l'ai vu, où en fait, on code d'abord tout ce qui est log et compréhension de son système pour après commencer à coder le fonctionnel, etc. Après, je n'ai pas essayé, je laisserai les fans faire ça. Mais voilà, on peut vraiment commencer à exploiter ces différentes informations et faire de la corrélation, etc. Autre fonctionnalité assez marrante, alors tout à l'heure, ça veut... Ah non, c'est tout ce qui est pattern matching. Faut savoir que par exemple, quand on a une attaque DDoS, les attaquants vont utiliser des robots. D'accord, ils vont lancer vraiment beaucoup de requêtes sur votre système et pas forcément taper les mêmes URL, etc. Donc là, le pattern matching, en fait, c'est Datadog, c'est un outil de ML parce que c'est super classe quand même de faire de la ML aujourd'hui, il faut en faire. Donc ils se sont dit, tiens, on va mettre un peu de ML, on va juste détecter ce qui se ressemble. Et donc, quand on lance ça, est-ce qu'il va arriver à le traiter? Bon, j'ai pas énormément de patterns qui sont super pertinents parce que j'ai à peu près toutes les mêmes traces de log. Mais en fait, lui, il va détecter que sur 3 requêtes, j'ai eu ce string-là qui a été identifié, qui commence à se ressembler. À vous d'essayer de comprendre est-ce que c'est normal, pas normal. Donc par exemple, si j'ai des bots qui vont appeler la même URL avec possiblement des query param différents ou une petite différence, il va quand même identifier tout ce qui est pattern, et pattern d'attaque, etc. Et vous le remontez. Après, à vous de l'exploiter et de le comprendre. Mais pareil, on peut commencer après à créer des alertes dessus et à mettre en place certains patterns et de l'alerting dessus et de la notification. Tac. Donc voilà. Autre chose importante, parce que tout geek aime bien avoir du live logging. Donc, c'est Datadog qui permet comme si on était sur un post machine, de voir les logs qui défilent en live. Alors c'est pas exactement du live, là c'est quoi, 20h05, 28. Il y a, je crois bien, une trentaine de secondes de décalage quand même, parce que mine de rien, c'est quand même des données qui sont envoyées en brut à chaque fois à Datadog, que Datadog commence à récupérer, à traiter, à assimiler, etc. Donc en termes de performance, c'est quand même pas mal. Là, moi j'ai une petite fonction, il faut savoir quand même que les gros clients Datadog, il me disait quoi, il y en avait un, il avait 10 Tera de logs sous 7 jours en mémoire. Donc voilà, pour information. Et il arrive quand même, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils sont capables d'être scalables à l'infini, quoi. C'est presque ça, mais aujourd'hui, ils peuvent, si vous êtes un énorme client avec des terras de logs, vous pouvez aller chez eux et ça marchera. C'est ce qu'ils vendent sur papier. Donc après, je vous laisse essayer et les appeler pour tester. Et donc voilà, on peut, pareil, voir du log en live et commencer à voir tout ce qui arrive. Et donc la chose importante, tout à l'heure, on me demandait, quand je veux mettre du debug sur ma fonctionnalité. Alors, quand je veux mettre du debug sur mon outil, comment je fais? Alors là, c'est pareil, c'est en termes de développeur aussi à le prendre en compte. Aujourd'hui, le serverless, on ne va pas juste se connecter à une JVM ou autre et passer un champ de config en debug. Là, là j'ai 10 services, ça peut être assez simple. Si moi j'avais 250 lambda fonctions, si je dois passer sur chacune des fonctions, mettre une variable d'environnement en mode debug au lieu d'info, je vais y passer du temps avant d'activer ça. Donc moi, par exemple, là sur mon système, je capte en fait les headers, des informations qui sont issues de la source de mon événement. Donc par exemple, là, en termes HTTP, je vais détecter les headers debug log enabled et je vais pouvoir l'activer à la demande et dire, voilà, j'effectue une requête
avec un debug log enabled à true, et donc il va mettre mon système. Ah, il est où? Je vais mettre mon système en mode debug. Bon, là je l'avais un peu activé depuis tout à l'heure. Mais donc là, je vais pouvoir capter vraiment les différents logs debug de mon application. Donc ouais, c'est celle-ci qui sont arrivées. Bon, enfin, au final, elle était déjà un peu activée avant. Et je vais pouvoir justement afficher vraiment tout le debug sur l'intégralité de ma chaîne. Donc pareil, de la requête A jusqu'à la requête N, Z, etc. Et voir vraiment si j'ai vraiment besoin d'informations supplémentaires. Au lieu d'aller à chaque fois dans le code, trouver les inputs, simuler des événements, etc. Je vais pouvoir mettre le mode debug et activer ça à la requête pour dire, tiens, je sais que quand j'ai telle donnée, tel input, sur la première API, j'ai un problème. Là, j'active le debug et je peux débugger vraiment l'intégralité de ma chaîne. Pareil, le code est disponible sur mon GitHub. Donc, c'est simple, c'est juste, avant de commencer mon événement et que j'initialise mon logging level, je regarde si j'ai un header et si moi j'ai un header debug, je positionne mon log level en debug. C'est relativement simple, mais c'est comme je disais, c'est en termes de développeur, il faut avoir ce mindset-là, parce que aujourd'hui, encore plus dans les nouveaux modèles opérationnels, encore plus avec le serverless, c'est que là, on ne va pas avoir une armée d'opérationnels qui vont se dire à se réveiller à 3h du mat pour dire non, votre système, il n'est pas stable, il plante. Là, aujourd'hui, vu que c'est AWS qui va gérer la disponibilité des fonctions, c'est pas le système qui va planter, c'est votre code. Donc si c'est votre code, c'est généralement au développeur à résoudre ça. Et s'il y a un bug en production qui est critique, c'est pas les opérationnels qui vont se lever à 2h du mat, c'est les développeurs qui vont devoir faire cette astreinte. Donc c'est là où en fait ça change le mindset et que c'est difficile à comprendre même pour certaines personnes. C'est qu'un opérationnel pour débugger du log comme ça et savoir ce qui se passe fonctionnellement, d'où vient le bug, il pourra pas. Par contre, le développeur qui a implémenté ça, lui pourra vous dire tiens, quand j'ai ça, ça marche. Donc c'est là où aussi, serverless, moi j'appelle ça du DevOps natif, c'est que justement les devs vont commencer à prendre ces responsabilités-là, et c'est pour ça que même vous, en termes de développeur, il faut prendre ça quand vous allez développer votre application. Le log debug est important, il ne faut pas l'activer tout le temps, justement c'est une des grosses failles de sécurité d'afficher la terre entière, surtout avec la RGPD aujourd'hui, quand on commence à afficher des informations clients dans les logs, ils n'aiment pas trop, mais il faut le prendre en compte et le faire assez rapidement. Donc voilà, après il y a plein d'autres fonctionnalités, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, aujourd'hui on peut, avec un outil, donc là c'en est un, aujourd'hui même Datadog c'est pas forcément l'outil dédié pour le serverless, il y a des outils qui sont qui ont été conçus pour le serverless, type Espagon, Dashboard ou Thunder, qui eux ont vraiment, au lieu de partir sur le monitoring un peu old school, sont partis directement sur, les gars, on va vous faire un outil d'observabilité pour le serverless, donc c'est dédié. Après, généralement, le truc c'est qu'il n'y a pas énormément de clients qui sont full serverless, il y en a toujours qui ont toujours des EC2, du coup, ces outils, ils comblent le manque au niveau EC2 par un gain au niveau serverless. Donc à bien choisir son outil pour son legacy. Mais voilà, on peut vraiment récupérer de l'information et voilà, je bourrine toujours et j'ai même pas toujours dépassé le $1 et comme je disais, le fruitière n'est toujours pas atteint. Voilà, en termes de talk, est-ce que vous avez des questions? J'en ai une question. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre outil que Datadog qui pouvait faire de l'observabilité serverless? Je pense que c'est notamment du Jaeger, ce genre de choses-là. Il y en a plein, comme je disais, Espagon, Thunder, Dashboard. C'est vraiment des outils qui sont dédiés au serverless. Enfin, si on va sur les pages web de ces outils, c'est l'outil d'observabilité du serverless. Espagon, ils sont au niveau communauté. D'ailleurs, leur blog est super intéressant parce qu'ils sortent énormément d'articles sur le serverless. Mais eux, c'est vraiment les outils dédiés. Comme je disais, Datadog, aujourd'hui, c'est un outil qui est quand même historique. Aujourd'hui, ils ont mis leur roadmap sur tout ce qui est Kubernetes, etc. Et aujourd'hui, Espagon, ils commencent juste à dire, tiens, on est aussi compatible avec du Kube. Ils commencent à ouvrir ça. Mais par exemple, Datadog est 10 000 fois plus avancé là-dessus, sur tout ce qui est containerisation qu'Espagon. Par contre, sur le serverless, voilà. Aujourd'hui, Datadog n'a pas fait d'APM dédié au serverless. Après, clairement, c'est le seul manque. Aujourd'hui, c'est la partie APM qui n'est pas évoluée. Mais aujourd'hui, on arrive à s'y retrouver grâce à l'intégration avec X-Ray. Mais après, en termes de facturation, on va payer... Alors, c'est pas en termes de facturation, c'est là où il y a le petit loup. C'est que Datadog facture au host. Aujourd'hui, une lambda, c'est pas un host. Donc, leur mode de facturation, on peut encore commencer à gruger. Si on est full serverless, clairement, on ne paye pas beaucoup chez Datadog. Par contre, sur Espagon, qui sont optimisés là-dessus, là, vous raquez. Quoi. Non, mais je paye quand même X-Ray. Hein? Si je veux observer ma lambda, je suis obligé de payer X-Ray chaque. Ouais.
Là, on paye la double facture. Donc, on paye Datadog et X-Ray juste pour avoir la partie trace. Que sur X-Ray, on ne pas avec Datadog. Ouais, mais après, moi, en tant qu'opérationnel, j'ai besoin qu'un outil. Si je commence à aller sur 3 outils, sur tous les différents comptes, etc. Enfin, le but d'un Datadog, c'est d'avoir un outil unique. Enfin, même le but d'un outil d'observabilité, c'est d'avoir toutes les informations à un seul point pour pouvoir les corréler, etc. Là, X-Ray, en fait, c'est pas aussi évolué. C'est là d'une trace et j'ai pu rebondir sur les logs qui étaient liés à cette trace, sur les volumes, sur des métriques, etc. Aujourd'hui, X-Ray te donne que les traces. On a bien vu la service map qui n'était pas forcément à fond. Il y a d'autres produits, j'en ai d'autres. Hein? Il y a d'autres produits. Oui, mais il y a CloudWatch. Mais X-Ray ne fait pas forcément le lien jusqu'à CloudWatch et te sélectionne exactement le log qui est dédié à ta trace. Hein, je te garantis. Aujourd'hui, ils ont des très bons outils à AWS. Mais CloudWatch, aujourd'hui, ça ne vaut pas un outil comme Datadog qui a du ML sur du log, etc. Enfin, CloudWatch, pour ceux qui l'utilisent, il faut s'accrocher si on veut commencer à faire de l'exploitation et des facettes, etc. Et cliquer sur une valeur et l'exploiter. Donc, ils sont en train de s'améliorer. Hein. Ils ont sorti CloudWatch Insight, ils ont sorti la partie EKS, là, juste récemment, pour pareil, commencer. À mon avis, un jour ou l'autre, ils ont une telle force de R&D, AWS, qui vont faire mal à tout le monde et sortir l'outil d'observabilité qui va tout révolutionner. Mais peut-être un jour ou non. Ça, c'est selon les priorités d'AWS. Mais oui, on peut très bien faire ça, mais pas aussi poussé. Clairement, pas aussi poussé. D'autres questions? Ouais. Est-ce que tu sens bien la compatibilité de Datadog Avec avec OpenTracing? OpenTracing, alors l'APL est compatible avec OpenTracing, mais voilà. Donc en fait, l'APM de Datadog, ça se base sur... c'était à l'époque un format qui s'appelait StatsD, et en fait, ils ont été rachetés, maintenant ça s'appelle DD StatsD, donc c'est un format pareil, et donc l'APM se base dessus pour envoyer tout ce qui est information. Donc, enfin, là, moi, par exemple, sur mes lambdas, par exemple, on peut très bien aussi implémenter des lambdas. Donc, alors là, oui, ce que je n'avais pas dit en termes d'intégration, c'est que toute la partie log, elle n'est pas récupérée juste par mon rôle. C'est en gros, il faut déployer une lambda qui est disponible dans le serverless repository. Donc, il y a un énorme répertoire avec plein de fonctions serverless, plus ou moins utiles parfois. Mais il y en a une Datadog où il nous suffit de faire clic-clic, je la déploie et en fait, elle s'occupe automatiquement en fait, de prendre nos logs. Donc là, ce qu'on disait justement, les logs CloudWatch qui sont là, donc ils arrivent aussi ici, et directement de les streamer sur Datadog justement pour les récupérer et pour les voir dans le live. Donc en fait, c'est là, il va directement prendre le flux de logs pour le récupérer dans ta Datadog. Mais après, rien ne m'empêche, moi par exemple, j'ai ici une lambda fonction qui me permet de faire de la custom métrique. Donc comme je disais, en fait, il y a des informations dans les logs lambda, il y a ce qui est le temps d'exécution réel, par exemple 35 millisecondes, et derrière le temps qui est facturé, c'est AWS, ils vont arrondir à l'entier supérieur, donc je vais être facturé 100 millisecondes. Donc derrière, moi par exemple, sur une application que j'avais fait, je me basais sur cette custom métrique pour faire des alertes en termes de CI/CD. C'est les développeurs, par exemple, désolé, je vais encore troller sur les stagiaires, je suis stagiaire, je ne sais pas forcément développer, je fais 5 requêtes for imbriquées, ma requête, mon exécution va durer 1 seconde, youpi. Faut savoir que quand j'optimise un petit peu, je fais un beau code, propre, sans trop de complexité, ça dure 500 millisecondes, j'ai gagné 50% sur ma facture. Aujourd'hui, je paye en termes de temps d'exécution. Donc aujourd'hui, l'optimisation du code, c'est vraiment le nerf de la guerre du serverless. C'est-à-dire, on ne va plus se dire non, mais je m'en fous, de toute façon, ma requête, j'ai 16 CPU, 50 Tera de RAM, je mets mes 10 boucles forts imbriquées, de toute façon, ça passe, je m'en fiche niveau perf, ça ne se voit pas. Là, non, c'est derrière, on va le payer. Donc, moi, je faisais, en fait, quand je faisais des pipelines de déploiement continu, quand on avait des tests d'intégration, ça testait en même temps la partie build. Et je mettais des alertes quand j'avais une augmentation de plus de 25% de la facturation. Pas pour mettre des claques, mais pour aller voir justement les personnes et faire de la code review peut-être et justifier à minima pourquoi il y a une telle augmentation. Des fois c'est justifié, des fois ça l'est pas. D'autres questions? Non, c'est tout bon. Écoutez, merci en tout cas d'être venu. J'ai vu du trafic là-bas, donc je pense qu'il y a un buffet, on pourra boire une bière, manger quelque chose et discuter, même serverless ou autre, si vous avez d'autres sujets, tous ensemble là-bas. Merci.